Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Mélanie Jaoul. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, vous êtes maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Montpellier. Vous êtes rattachée au laboratoire de droit privé au sein de la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Vous êtes également chercheuse au CERMUD, un laboratoire au sein de l'Université du Havre Normandie. Dans le cadre de vos recherches et de vos engagements civils, vous vous intéressez à une appréhension des concepts juridiques au prisme du genre et du féminisme. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on a déjà fait des émissions en rapport avec le droit, notamment avec Delphine Tarot, droit et série. On en fera d'autres avec Baptiste Nico, notamment. Voilà, donc on essaie d'élargir le spectre des différentes, en tout cas, thématiques dans Histoire en série. Et je suis ravi, Mélanie, aujourd'hui, d'évoquer avec vous une notion. On fait donc une émission thématique autour de la notion du consentement et du consentement tel que les séries peuvent l'appréhender. Alors peut-être pour commencer, Mélanie, sans être bien sûr, je sais que vous ne le serez pas, mais très fastidieuse là-dessus, mais je pense que ça serait très intéressant quand même de commencer par une explication à la fois sémantique et juridique. Qu'est-ce que c'est, Mélanie, le consentement ? C'est un concept très difficile à appréhender, même si on a tendance à le croire faussement simple. Si on regarde un dictionnaire, j'ai ce réflexe de tomber toujours dans le dictionnaire, mais généraliste, genre le petit Robert, on va vous définir le consentement comme l'action de consentir et le résultat de cette action. Donc déjà, on voit qu'il est dual, puisque le consentement, il se place au niveau du positionnement que va avoir l'individu pour faire face à une situation et consentir, mais aussi on va envisager le consentement comme résultat, et résultat dans une vision plutôt contractualiste. Et c'est vrai que le droit s'intéresse au consentement dans une définition vis-à-vis du contrat. Si on regarde les thématiques juridiques, on va vous dire que le consentement, c'est l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Et ce consentement, qui est purement contractuel, il s'applique très difficilement à la sphère personnelle, à la sphère sexuelle notamment, puisque on n'est jamais dans quelque chose d'aussi sobre sur la sexualité. Mélanie Jaoul, ce qui est aussi intéressant dans l'histoire en série, c'est d'essayer de voir comment les séries, qui sont le reflet de notre époque, mais aussi d'une époque, en tout cas de l'époque où elles sont tournées, d'une notion ou d'un fait historique, ou voilà, donc on essaie d'analyser tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler du consentement sur ça, et j'aimerais qu'à travers les séries, vous avez regardé beaucoup de séries, en tout cas vous avez essayé de regarder beaucoup de séries pour cette émission et de nous donner des exemples à travers elles. Alors on va peut-être commencer, c'est intéressant, je pense, chronologiquement, cette notion. Alors vous n'êtes pas remonté non plus dans les années 60, mais peut-être dès les années 80, Mélanie, comment cette notion de consentement apparaît dans quelques séries ? Alors, c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé, en arrêtant le thème du consentement, la tâche qui allait être la mienne, puisqu'en ayant une thématique comme ça générique, il m'a fallu essayer de regarder un certain nombre de séries. Alors, je n'ai pas vu toutes les séries que j'aurais aimé voir, et évidemment, la présentation sera non exhaustive. Mais dans les années 80, ce qui est intéressant, j'ai pris ce seuil-là parce que c'est le début de la série comme modèle artistique plus global, les années 80. Et je me suis rendu compte que dans les séries des années 80, le consentement, c'est quasiment pas un sujet. Sauf si le sujet est une série policière dont l'enquête va porter sur la question du viol, dans la série, l'image des années 80, l'image du consentement est
nul et quasiment non avenu. Je peux parler par exemple Magnum, qui est une série que tout le monde connaît, avec cet ancien des Navy qui est connu pour sa chemise hawaïenne, sa Ferrari, qui est le comble de la virilité avec sa moustache. Et par exemple, dans cette série qui a une très forte influence visuelle, on se rend compte que les femmes sont quasiment absentes, hormis l'assistante du procureur dans la série. Et quand elles y sont, c'est pour camper deux jolies clientes dont le héros va immanquablement obtenir un baiser à la fin de l'épisode. Alors, on reste dans quelque chose de très chaste, finalement, puisque on reste sur le baiser, mais voilà, l'image, elle est quand même dans le forcing, un peu dans la virilité qui mérite le baiser des jolies filles. On voit bien que le consentement n'est pas au cœur, n'est pas un sujet. Et le relationnel entre les individus dans les années 80 sont très genrés, très le fruit de leur époque. Après, voilà, je l'ai regardé aujourd'hui en 2021 avec toute l'évolution qui est la nôtre, mais c'est vrai que les quelques épisodes que j'ai regardés de séries de ces époques-là, on voit une femme en attente, en désir pour un personnage masculin en général très fort, et le consentement est présumé. Comment ne voudrait-elle pas embrasser, aimer, coucher avec le héros? Et d'ailleurs, l'héroïne, même quand elle est au centre, elle est finalement toujours en attente de cet homme providentiel qui va la sauver et l'aimer. C'est cette mécanique, j'ai été très surprise. Finalement, j'ai retrouvé cette mécanique-là dans plein de dessins animés déjà, fin des années 80, début 90, qui se sont prolongés dans les années 90. Mais on a éduqué les enfants aussi à cette vision du consentement. Je pense à City Hunter, Nicky Larson en France, où le personnage est harcelant avec ses clientes pour peu qu'elles soient jolies et tente par tous les moyens de coucher avec, ou le Kame Sennin dans Dragon Ball, par exemple, aussi, qui dès qu'il y a une jolie fille alors qu'il est censé être le vieux sage, devient complètement fou et tente de forcer le consentement de la fille pour essayer d'obtenir une faveur affective. Alors, c'est pas présenté comme sexuel, mais on sait très bien que ça vise les adultes et que c'est sexuel. Donc, les années 80, c'est une non-expression du consentement, voire même une présomption de consentement de la femme. Ça change, Mélanie, avec les années 90. Et ce qui change aussi, c'est dans des séries très grand public, j'allais dire, des séries diffusées notamment sur les grands networks américains. Là, on a véritablement des séries d'ailleurs plutôt pour ados ou jeunes adultes qui mettent au cœur presque, j'allais dire, de leur scénario la notion de consentement. En tout cas, on en parle beaucoup plus. Alors, c'est ça qui est assez marrant. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a eu ce revirement, parce que j'ai essayé de chercher s'il y avait eu des mouvements politiques dans les studios. Je n'ai pas forcément trouvé. Mais c'est vrai que les années 90, la question du consentement apparaît avec plus d'acuité dans les séries. Et effectivement, le teen movie, les séries pour adolescents. Alors, d'ailleurs, je suis assez amusée parce que si on regarde ce qui en ressort, mais c'est toujours le cas, je crois, c'est que finalement, on regarde des séries qui sont censées se passer avec des ados ou de très jeunes adultes, dont les acteurs ont des éléments de sexualisation d'adultes, parce que tout simplement, ce n'est pas des ados qui jouent, ce sont des gens qui sont vingtenaires, parfois même trentenaires, pour jouer dans des séries, et donc ce qui participe à brouiller les pistes sur le consentement, parce que ce que l'on voit, même si c'est censé se projeter, je pense notamment à Beverly Hills, c'est censé se projeter chez des lycéens,
les lycéens, le plus jeune qui joue, je pense, il a 25 ans. Et donc, on voit quelqu'un avec des caractéristiques sexuelles d'adulte. Donc, c'est plus facile de dépasser les limites. Et la série Beverly Hills, qui, moi, est un de mes premiers souvenirs de série que j'ai suivi. C'est pour ça que je me suis portée à regarder cette série au départ dans le cadre du podcast. Hein. Je me rappelais d'un épisode qui est à la saison 4, c'est le 11e épisode de la saison 4, qui s'appelle Contestation féminine. Dans cet épisode, c'est assez marrant parce que on voit que les réalisateurs, le showrunner de la série a voulu vraiment poser la question du consentement. Et donc, il y a toute une histoire autour des étudiantes qui se battent sur le campus pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes que subissent les étudiantes. Donc, on voit quand même que sujet novateur. Elles évoquent le droit de dire non à des relations sexuelles non désirées. Donc là, on est déjà dans l'appréhension du consentement vraiment autour de la sexualité. On a une façon un peu caricaturale quand même, très proche des années 80 de présenter la chose, même si c'était novateur. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a un harcèlement en bonne et due forme sur Jenny, l'héroïne blonde qui est avec Dylan, et le harcèlement est finalement présenté sous le regard non pas de Kelly, qui le vit, même si elle en parle, mais il est appréhendé sous le regard principalement de Dylan, son petit ami qui le vit très mal et qui est très en colère et qui veut aller agresser l'agresseur. Et par ailleurs, on a Brandon, qui est un des jumeaux héros de la bande, qui est embarrassé par les avances persistantes d'une jeune fille dans la série. Et là, d'un coup, le travail sur le consentement et le harcèlement, il est très genré parce que finalement, quand ça vient de la fille, comme il n'y a pas cet aspect menaçant, risque physique d'atteinte au consentement par le viol, parce que c'est ça qui est derrière, hein, ça passe. Et dans le même épisode très fourre-tout, vous avez David, un autre personnage, qui est accusé de viol. Alors, David, dans cette série, joue d'ailleurs la personnification du personnage malsain vis-à-vis du consentement, puisque plus tard dans la série, c'est d'ailleurs lui qui sera auteur de violences conjugales. Et pareil, le viol, cette série est remis sur le devant 5 saisons plus tard, avec le viol de Kelly. Mais pareil, on est toujours sur le viol qui a anéanti le personnage et son conjoint qui va réagir. Donc, on est c'est les premiers à avoir évoqué ces questions de consentement, mais un peu caricatural. Pour moi, la série, par contre, qui a été fondamentale dans les années 90, vraiment, c'est Dawson. Alors, Dawson, une série que j'ai détestée à l'époque. Ce qui est très drôle, c'est que je l'ai revue aujourd'hui et je me suis dit, finalement, c'était pas si mal. Mais peut-être parce que le personnage principal m'était totalement antipathique, au travers du personnage de Pacey. Pacey. Donc, ce personnage, il est super intéressant à regarder pour le consentement. D'ailleurs, à mettre en perspective avec ce que je dirais plus tard sur l'éducation au consentement. Ce personnage, il a une relation avec une jeune fille et dans la saison 3, il lui dit « Je te préviens, j'ai envie de t'embrasser, je te laisse jusqu'à 10 et je compte jusqu'à 10 pour te laisser la possibilité de refuser ce baiser. » Ça, c'est hyper novateur. Ce qui est assez marrant, c'est que des scènes comme ça apparaissent aujourd'hui post-Air MeToo de manière plus généralisée et on dit ouais, ça s'est jamais fait dans les séries et finalement j'ai découvert que si, ça s'est fait dès les années 90 mais très à la marge. Et alors, quelque chose sur le consentement qui m'a halluciné, c'est que finalement, dans cette série, le personnage Pacey est violé. Alors, il ne le vit pas comme un viol puisqu'il est amoureux. Il a 15 ans dans la série, on rappelle. Il couche avec sa prof de littérature. Et on présente cette histoire comme quelque chose de tout à fait romantique. D'ailleurs, les sentiments vont être tirés sur 2 saisons. Mais dans la première saison, il a cette relation dont le consentement n'est même pas posé, même si la prof est poursuivie.
Mais comme il dit qu'il a tout inventé, l'affaire tombe à l'eau. Et il y a une esthétisation d'une relation charnelle entre un mineur de 15 ans et sa professeure qui aujourd'hui, je pense, sauf si c'est le sujet de la série, ne passerait plus. Voilà, les années 90, on a eu plein de séries. Alors, je pourrais citer Buffy contre les vampires, qui est trouble aussi, hein, qui est le fruit de son époque, ou Ally McBeal, où vraiment les questions de consentement sont au cœur, avec une idée déjà à l'époque de dire c'est féministe, on travaille sur le consentement, mais avec aussi des limites qui, je pense, tiennent à leur époque et au sexisme intégré des personnages. Mélanie Jaoul, si on poursuit cette petite étude chronologique qui permet de bien poser les choses, de bien comprendre l'évolution de la thématique, justement, on en arrive aux années 2000. Alors là, les années 2000, est-ce que l'évolution continue? Est-ce que cette notion aussi continue, en tout cas, d'évoluer ou en tout cas d'être présentée différemment par les séries, Mélanie? Euh, je vais faire une réponse de Gascon. Je dirais oui et non. Alors, on a la continuité des années 90 parce qu'on a déjà un certain nombre de séries des années 90 qui, au début des années 2000, continuent, même si, comme tout phénomène de série, à un moment donné, chaque personnage s'épuisant, elle finit par tomber et s'arrêter. Mais on voit quand même quelques séries dans les années 2000 qui pour moi, sont de vraies réflexions et des évolutions, dont certaines, je vais reparler plus tard quand on va rentrer plus précisément dans le concept du consentement dans ces séries. Mais je pense à Mad Men, par exemple, 2007, qui est une série qui porte son regard sur les années 60, le monde de la publicité des années 60, avec une esthétisation extrême du genre, hein, avec des hommes, des femmes très femmes, et des personnages femmes qui essaient d'évoluer dans un monde d'hommes en perdant peut-être ce qui fait leur féminité, en tout cas c'est présenté comme ça, et qui tout au long, là je ne pourrais pas citer un épisode en particulier, mais tout au long de cette série, il y a des petites pépites et notamment des petites phrases de réflexion autour du consentement. Et les années 2000, je dirais que c'est le début des séries où on voit des vraies héroïnes fortes, un peu plus profondes, moins caricaturales. Je pense notamment à une série comme The Good Wife, qui pose énormément de questions sur le consentement de manière large, pas forcément la sexualité. Il était présent aussi, mais le consentement de la femme, par exemple, à sa situation conjugale, au renoncement qu'elle peut avoir, comment le couple est une fabrique à la destruction des ambitions de la femme et comment elle récupère le pouvoir au moment où son époux est déchu. On a aussi des séries qui sont intéressantes, où le consentement n'est pas le sujet, mais où il y a des réflexions intéressantes. Alors, je pense, The L Word, j'en parlerai pas plus que ça, mais quand même, c'est une série qui, s'intéressant au monde lesbien et LGBT, positionne le spectateur dans une situation où il se dit, mais ok, notamment l'hétérosexuel qui ne s'est pas forcément posé de questions et qui a un rapport à la sexualité peut-être moins réfléchi. Ah ouais, ça se passe comme ça chez les LGBT. Et donc, il y a les réflexions qu'on peut avoir dans le consentement au début des années 2000 dans les communautés LGBT ou les féministes apparaissent au travers de la série. Moi, il y a une série j'attendais pas sur cette question et en re-regardant, je me suis dit que finalement, elle était singulière, c'est Big Bang Theory. Big Bang Theory, clairement, on est sur une série où finalement, le consentement est posé autrement, puisque même si les héros, ce sont les quatre garçons et que Penny, au départ, est présentée comme la voisine jolie, un peu cruchette et caricaturale, finalement, dans la relation
qu'elle a avec Léonard, on se rend compte que c'est elle qui mène la danse et il y a pas mal de réflexions. Mais voilà, après, c'est aussi une décennie où moi, je trouve qu'il y a un recul. Après, voilà, c'est des séries que pourtant j'avais beaucoup aimé à l'époque et que finalement je regarde avec un regard plus critique aujourd'hui. Je pense à How I Met Your Mother, avec le personnage complètement border de Barney, on en reparlera, ou dans Californication. Les Gossip Girl, alors ça c'est pas ce que j'ai connu, mais en termes de réflexion sur le consentement, on est proche de La Fosse des Mariannes. Donc on a aussi des séries qui, à l'inverse, sous couvert de modernité, rigolade, vont poser des clichés qui, à mon avis, ont fait beaucoup de mal dans l'imaginaire collectif sur le consentement. Les années 2010 peut-être montrent un certain changement par rapport à cette notion-là, en tout cas telle qu'elle peut être montrée dans les séries, hein, notamment après tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hein, avec notamment le hashtag MeToo. Comment est-ce que cela ressort, Mélanie? De manière très forte, ça ressort que par une représentation du consentement plus sexy. Si on regarde bien, dans les 3 décennies précédentes, même si le consentement peut être au cœur, il est souvent appréhendé comme uniquement dans le cadre de la sexualité et uniquement finalement dans ce que j'appelle la sexualité pathologique, donc les violences sexuelles qui vont jusqu'au viol. Du coup, le consentement, c'est pas quelque chose qui est envisagé de manière positive, comme un donné à penser. C'est la conséquence d'une agression, d'un dépassement. Après l'ère MeToo, les années 2010, on voit apparaître tout un nombre de séries où, sans que le consentement soit le thème principal, alors il y a des séries, on va le voir, dont la question du consentement est au cœur, le viol notamment est le sujet, et au travers de la réflexion sur le viol et les agressions, la réflexion sur le consentement. Mais les années 2010, c'est l'ère du je fais une série pour les jeunes autour de la sexualité, la notion de consentement va être partout. Je fais une série historique, je pense à Outlander par exemple, je ne connaissais pas, du coup j'avais fait un petit sondage, quelle série vous me conseillez sur le consentement, et où j'ai été amusée parce que le personnage, les 2 héros, il y a une héroïne des temps modernes et un héros des temps anciens, et où dans la sexualité entre les personnages, il y a une vraie recherche du consentement qui, à mon avis, est quand même relativement anachronique et très liée à notre ère, à nous, à notre vécu MeToo, de vouloir montrer que demander son consentement à son partenaire avant de l'embrasser, avant d'avoir une relation sexuelle, s'enquérir des besoins de l'autre, c'est naturel, ça peut être fluide et c'est même sexy. Et ça c'est vraiment une nouveauté parce que avant cette période-là, le consentement, c'était pas présenté comme quelque chose de sexy. C'était limite le petit caillou dans la botte de la séduction. Et là, on a toujours ces figures-là du séducteur, du baiser volé, plaqué contre le mur, mais ça passe moins bien. Et moi-même, je vois que mon regard, alors que j'ai toujours été féministe, je pense, moi-même, mon regard sur les séries, quand je vois des scènes de ce que j'appelais passion avant, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de les regarder avec un regard où je me sens un peu face à une agression sexuelle, alors qui le plus souvent est pas une agression puisque les 2 personnages consentent et qu'on a cette dynamique-là, mais qui, si la femme, puisque c'est souvent elle qui reçoit l'acte de désir, de passion, n'avait pas été consentante, ça aurait été pareil. Et on ne s'était même pas posé la question jusque-là. Donc,
trop présent pour certains. J'ai regardé, j'ai zoné sur les internets et sur les commentateurs de séries, mais finalement, je pense juste présent ce qu'il faut, voire pas assez à mon goût. Mélanie Chaoul, vous êtes maîtresse de conférences en droit. J'aimerais maintenant que vous avez commencé à présenter des séries et la notion de consentement à travers ces séries. Alors peut-être rentrer un peu plus dans la définition elle-même, hein. Vous avez donné en introduction une définition qui est une définition, on va dire, comme vous l'avez dit, hein, du dictionnaire comme ça. Maintenant, voir comment précisément dans certaines séries vous appréhendez ce consentement à travers votre regard à vous de juriste, mais pas que, à travers aussi votre regard de sériephile. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Mélanie? Alors, c'est très marrant parce que je pense que le consentement dans les séries, il est appréhendé non pas de manière contractualiste, comme on peut l'avoir naturellement dans la définition que je donnais en propos introductif, mais de manière en général le plus souvent tournée autour du concept du consentement sexuel aux relations, dans le cadre des relations sexuelles. Sur cette question, il y a beaucoup à dire, voire même énormément, et je peux que renvoyer à un ouvrage que j'ai mis en bibliographie, l'ouvrage de Manon Garcia sur la conversation des sexes, qui montre toute l'ambiguïté du concept de consentement, la polysémie qui lui est propre, et à l'égard de la sexualité. Si on regarde, moi, avec mon regard purement juridique, finalement, le droit s'intéresse très peu au concept, si ce n'est dans deux aspects. On va s'y intéresser au travers des libertés fondamentales, le droit de disposer de notre corps, la lutte contre les atteintes à l'intégrité, quelque part la reprise du principe noli me tangere qui est consacré finalement dans les articles 16 et suivants du Code civil et par le droit de la Convention au travers du principe d'autonomie personnelle. Et ensuite, dans ce que je vous disais tout à l'heure, le droit appréhende le consentement dans les relations pathologiques au travers de sa négation, avec le viol, les agressions sexuelles. Et si vous allez voir le code pénal, les articles 222-23 du code pénal et suivants, qui définissent le viol, les agressions sexuelles, ils ne parlent jamais de consentement. Ils parlent de tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, de tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, menace, contrainte ou surprise. Cette dichotomie, on la retrouve dans les séries. Cette polysémie, cette complexité, elle va vraiment se faire jour dans les séries. J'ai tenté de regarder quelle série s'intéressait au consentement dans le contrat, puisque je vous ai dit, la base du consentement, c'était une vision contractualiste. Elle est très peu évoquée finalement, parce que même quand la série s'y prêterait, parce qu'on est dans le monde des affaires, on est dans un cabinet d'avocats, finalement, c'est toujours un cadre dans lequel des relations interpersonnelles se nouent et le contrat est appréhendé de manière tellement légère qu'on ne peut pas parler du consentement dans le contrat. Alors, si, dans quelques séries, en tirant un petit peu à l'extrême finalement, notamment le contrat, il est appréhendé sur des domaines un peu particuliers qui ne sont pas des réels contrats. Je pense notamment au BDSM, bondage, domination, soumission, sadomasochisme, par exemple avec la série Bonding, où on a toute une réflexion sur le contrat de domination. Je pense aussi dans The Girlfriend Experience avec le fait d'être call girl et accessoirement être en stage dans un cabinet d'avocats. Je pense que cette dichotomie est faite exprès. Ou actrice porno dans la série The Deuce qui montre comment le monde du porno s'est construit au début dans les années 70, me semble-t-il, à New York, très, très, très bonne série, où il y a de vraies réflexions sur le consentement et le contrat et ce qu'on peut consentir par contrat. Le contrat, sinon,
il est très peu présent. D'ailleurs, la série Bonding, j'en parlerai pas énormément parce que je sais que mon collègue va vous en parler, mais sans parler du contrat en lui-même, la série m'a beaucoup gênée en termes de consentement. Parce que, d'une part, dans ce milieu-là, le consentement est fondamental et la relation entre le dominant ou la dominante et le soumis, la soumise est très préparée. Et même dans les relations interpersonnelles entre maîtresse Mahé et son assistant Peter, elle lui impose de faire des actes sexuels ou en tout cas uraux sur un client. Elle l'oblige à uriner sur un client alors qu'il n'en a pas envie. Elle outrepasse régulièrement son consentement. Alors que le cœur du sujet de la série, c'est censé être le BDSM où la question de consentement est fondamentale. Donc, vraiment, on est dans le contrat, on est rarement séduit par les séries. J'ai trouvé aussi quelques illustrations. Alors, en termes de droit médical et le consentement du patient, les séries qui sont dans le milieu médical sont assez terribles et je pense que tout médecin qui regarde une série, en tout cas américaine, sur le consentement a des sueurs froides. Je pense à Nip Tuck, qui est terrible. Alors, sur le consentement, pas que sur les actes médicaux, mais où on fait des opérations chirurgicales esthétiques massives sans même questionner vraiment le consentement. Ou la série de Dr House, qui est pour moi la plus caricaturale possible, où on a un drogué, puisque ce n'est rien d'autre que ça, fut-il docteur, qui joue à la roulette russe avec ses patients. Il est soumis à des traitements au hasard, sans jamais respecter le droit d'information du patient sur son état de santé, sur le traitement. Le consentement est très encadré dans le Code de la santé publique. Et là, rien. Donc, c'est vrai que le consentement dans le contrat dans les séries, c'est vraiment proche du néant. Et tout spécialiste du droit des contrats serait en mal de trouver une représentation correcte de celui-ci. Vous avez, Mélanie, évoqué avec nous quelque chose d'intéressant aussi, c'est les séries juridiques, justement. Alors revenez-y peut-être un petit instant. On parlera après des séries françaises, mais en tout cas déjà dans les séries juridiques anglo-saxonnes, en particulier américaines, on sait très bien d'ailleurs bien sûr que le droit est différent outre-Atlantique par rapport à notre pratique du droit ici en France. Mais comment est-ce qu'elles abordent ces notions-là, ces séries juridiques américaines? Alors, les séries juridiques américaines et anglaises, je vais les mettre dans dans le même pot. Elles ont un traitement qui est très culturel. Et je pense que ça, c'est quand même important de souligner cet aspect culturel parce qu'on l'oublie, on a une mondialisation au niveau des séries. On regarde tous des séries américaines, indiennes, peu importe, mais beaucoup américaines. Et je peux le voir, moi, avec mes étudiants, quand ils arrivent en première année et qu'on leur parle du procès, quand on leur parle du droit, ils ont une vision très américanisée du droit et du système judiciaire américain. Et c'est vrai que le consentement dans les séries américaines, il est encore plus contractualiste finalement qu'en France. Parce que quand les séries américaines abordent les questions de droit, ça va être, et de consentement, ça va être très fondé sur une vision plutôt libérale du consentement. Ce qui est assez surprenant quand on connaît la société américaine, parce que finalement, je ne suis pas certaine que les séries soient très caractéristiques de l'américain moyen, sans aucun jugement de valeur, mais plutôt une vision très new-yorkaise ou ouest selon les séries, du droit et des interactions sociales qui fait que je ne suis pas certaine que la majorité des Américains s'y reconnaissent. Mais voilà, les séries américaines, quand elles s'intéressent
au consentement. Ça va être, alors, ça dépend le type de série. Dans les séries juridiques, si on est sur les séries d'enquête, je pense à Law and Order, on a toujours cette recherche du consentement. Est-ce qu'il y avait des éléments de preuve que la victime a consenti, avec toujours des scènes de décrédibilisation des victimes, si elles ont eu un passé ou pas, avec cette influence de la procédure qui n'est pas la même, qui fait que le ministère public est beaucoup plus actif finalement côté américain qui ne l'est de notre côté de l'Atlantique, et qui donne un sentiment que le droit est moins protecteur, paradoxalement, de la femme, même s'il a mis plutôt des mécanismes juridiques de protection, et notamment dès les années 90, on le voyait avec Ali McBeal, toutes les questions autour du harcèlement qui ont été très tôt encadrées côté américain, ou des discriminations. Tout ça nous amène, Mélanie, à évoquer, donc, vous avez commencé à l'introduire ici, hein, qu'est-ce qui se passe en France et comment les séries françaises montrent cette notion-là, hein, vous l'avez dit, c'est pas du tout la même conception, en tout cas application, hein, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas du tout spécialiste de droit, mais on voit bien que là aussi, les séries, il y a une différence. Alors, sur la vision contractuelle du consentement, après on parlera de la sexualité, où là les séries ont une autre façon de représenter le consentement. Mais sur le consentement dans les séries françaises, alors j'avoue, je regarde très peu de séries françaises. C'est un peu là où le bas blesse dans ma culture de sériephile. J'ai beaucoup ri sur la série 10%, par exemple, où la série est fondée autour du contrat finalement, hein, puisque le titre c'est 10%, c'est la commission que prend l'agent d'acteur. Et on a un épisode sur un contrat entre l'agence et Virginie Efira et Ramzy, qui sont en couple dans la série, et où on voit que la communication qu'ils ont, c'est qu'ils ont fait un film ensemble et qu'ils ont été payés de la même façon l'un et l'autre parce qu'ils croient à l'égalité. Et en fait, l'histoire dérape, et au cours du dérapage, elle découvre qu'en fait, il y avait un contrat occulte qui conduisait à ce que finalement, ce qu'elle pensait être un couple déconstruit, égalitaire, où chacun d'eux était payé de la même façon, il y avait un contrat occulte qui faisait que finalement on reproduisait la discrimination et que Ramzy était plus payé. Sur les séries françaises, le consentement contractuel est beaucoup plus réaliste, je trouve, dans le traitement, que sur les séries américaines. Après, la grande différence, je pense, c'est que les séries américaines sont souvent, autour du droit, sont souvent tournées sur les phases conflictuelles et judiciaires, alors que le contrat dans les séries françaises est plus souvent abordé de manière préalable. On parle du contrat en termes de négociation, d'exécution, mais pas forcément dans le cadre du procès. Donc, le fait qu'on ne soit pas dans une phase de conflit permet d'aborder le contrat de manière plus sereine dans les séries. Et sur le consentement médical, j'ai très peu regardé, mais je sais qu'il y a les dernières séries médicales sur les plateformes françaises sont relativement réalistes. Je crois qu'ils ont consulté des médecins, des juristes, et qu'il y a une volonté d'être plus proche de la réalité des praticiens, et de, de convaincre le public d'une certaine normativité du discours. Vous avez évoqué, Mélanie, un peu tout au long de l'émission. J'aimerais maintenant qu'on y revienne plus en détail, hein, la question du consentement dans tout ce qui est sexualité. Vous l'avez dit, parce que c'est vraiment par ce biais-là que beaucoup de séries parlent du consentement, hein. Vous l'avez dit, certaines, bon, les séries médicales, bien sûr, c'est au cœur de leur action, le consentement médical, mais pour les autres, véritablement, il y a des séries même qui mettent au cœur de leur intrigue narrative cette question du consentement en termes de sexualité.
Alors, sur la représentation du consentement et de la sexualité, il y a énormément de séries. J'en citerai qu'un petit nombre, finalement, et je vais me focaliser sur plusieurs éléments, mais si on regarde à l'égard de la sexualité, alors, je vais exclure de fait les séries policières consacrées au crime et plus spécialement au crime sexuel. Alors, je pense notamment à une série qui, pour moi, est fondatrice en la matière, c'est New York Unité Spéciale, où la thématique du viol et du consentement est centrale, puisque on suit le service spécial lié aux enquêtes aux crimes sexuels. Et en plus, le viol est d'autant plus au centre de l'intrigue que l'héroïne, Olivia Benson, est elle-même le fruit d'un viol. Donc, je ne vais pas parler de ces séries-là parce que finalement, le viol est au cœur. Il fait quasiment une affaire sur deux. Si on prend toutes les séries policières, c'est du viol, c'est de questions de consentement, relativement réaliste sur les aspects juridiques quand on arrive au procès, un peu moins réaliste sur les aspects procéduraux et enquêtes, mais il y aurait trop à dire là-dessus pour vraiment s'intéresser à la représentation du consentement. La représentation du consentement, finalement, on pourrait l'aborder sous 3 points. Et notamment sexuel dans les séries. Il y a 3 types de relations. Il y a les problèmes, la représentation du consentement dans une relation libre, ouverte entre 2 individus qui sont en train de relationner et où on met en valeur le consentement, voire on met en valeur la perte du consentement à un moment donné. Il y a la question du viol en lui-même, qui n'est pas l'objet de la série, mais qui est le trauma vécu par le personnage ou le trauma imposé par le personnage. Et on va voir que selon le point de vue, c'est un peu différent. Et puis, il y a le viol comme sujet principal. Et ça, c'est la dernière évolution, finalement, qu'on voit apparaître maintenant, c'est le viol comme sujet principal de la série. Et donc, forcément, si le viol est le sujet, la question, c'est comment on en est arrivé à dépasser le consentement et comment on dépasse le trauma. Donc, dans les relations libres, il y a énormément de séries et vraiment, je pourrais citer énormément de points. Alors, il y a l'aspect éducation que je trouve sur les séries plus récentes. On a Sex Education qui est assez intéressante, même si moi je trouve quand même qu'il y a des passages un peu problématiques et un male gaze qui est évident selon moi, mais peut-être que j'ai un biais, je veux bien l'entendre, où le héros est quand même terrifié par le fait d'avoir accouché avec sa petite amie, notamment parce qu'il a peur qu'elle soit pas bien. Et dans les scènes d'intimité, il est toujours en train de l'interroger. Cette caractéristique de demander à chaque fois si la personne est bien, tu es sûr, tu as envie, on la retrouve aussi dans une autre série qui a beaucoup plu chez les jeunes gens, Normal People. Désolée pour mon accent anglais. Donc, pareil, où le personnage, quand elle va coucher pour la première fois, son partenaire va lui demander, je crois, 6 ou 7 fois si elle est bien, si elle est sûre, si elle a pas mal. Donc ça, c'est une évolution plutôt positive dans la représentation. Ça a beaucoup changé, hein, parce que finalement, la question du consentement, si on regarde Ali McBeal, qui se voulait une série ultra novatrice en 97 sur ce sujet, l'épisode 1 de la saison 1 commence sur quoi? Sur une main aux fesses, donc une agression sexuelle, hein, et un dépassement du consentement, et où finalement elle se fait virer parce qu'elle dénonce le fait. Et cette série où on a énormément de réflexions sur ces questions-là,
On a un personnage comme Richard Fish, l'associé, qui est misogyne, il est transphobe, il est homophobe, il est validiste, il est grossophobe. Et tout au long de la série, même si on le campe en personnage ultra viril jusqu'au ridicule exprès pour dénoncer ce qu'il dit, bah, finalement, il fait passer un message dont je ne suis pas certaine que tout le monde ait compris que c'était une critique à l'époque. Et je pense à un épisode qui, moi, m'avait beaucoup heurté à l'époque et qui n'est pas sans rappeler l'actualité. Dans la saison 2, vous avez quand même un client du cabinet qui demande à ce qu'on défende son fils, qui a séduit une jeune femme en se faisant passer sur un site pour une fille, pour savoir ce qu'elle aimait, et il obtient la virginité de la jeune fille en lui faisant croire qu'il aimait tout ce qu'elle aimait, alors qu'il avait obtenu ces informations par fraude. Moi, quand j'ai revu cet épisode-là récemment pour le podcast, je me suis dit, mais ça a trouvé un écho avec la condamnation d'il y a quelques jours sur le viol par surprise, puisque la jeune fille porte plainte pour viol en disant, mais j'ai consenti parce que tu m'as menti, je ne savais pas qui tu étais, je ne t'aurais jamais donné ma virginité. Est-ce que on ne sent pas le parallèle avec cet octogénaire ou septagénaire qui se fait passer pour un quadra physiquement intelligent qui drague sur les réseaux sociaux pour coucher avec des jeunes femmes qui n'auraient pas consenti sans ça. C'est assez marrant. D'autres figures problématiques, de séries qui pourtant sont fondamentales et citées comme des références et que j'aime par ailleurs. Je le dis avec le regard de mon époque, mais si on reprend la figure de Barney, toutes ces techniques de drague ou Joey Tribbiani dans Friends, on peut se poser la question du consentement des personnes avec qui ils ont des rapports sexuels. Et notamment la technique pour Barney du naked min, où il se présente, la fille, si elle part de la pièce de minutes, elle revient, elle se retrouve avec un mec à poil dans son salon. Moi, aujourd'hui, je vois ça, je me dis, on a encore beaucoup de travail à faire. Et je ne parle même pas, quand même, c'est très genré. Et là, du coup, je vais dénoncer une série actuelle. Quand je regarde des chroniques de Bridgerton, j'ai été choquée et j'ai été surprise que pas grand monde soit choqué de la scène du viol conjugal sur le duc. Où là, on est d'une relation consentie, ils sont mariés, ils ont un rapport sexuel, tout se passe bien, et en plein milieu, elle le bloque pour qu'il jouisse en elle, afin de pouvoir être mère, et tout le monde trouve ça finalement très normal parce qu'il lui a menti sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant alors qu'il a juste joué de sa naïveté. Donc, le consentement sexuel dans les relations intimes qui dérapent est vraiment a beaucoup évolué, mais avec des séries très récentes qui montrent qu'on n'a pas fait tout le chemin. Sur le viol, la question et le consentement, la question est aussi appréhendée de manière plus frontale au travers de la question du viol en elle-même, et pas seulement du consentement relationnel entre deux individus qui peut aboutir à un viol, mais le viol qui va être le plus violent possible, souvent esthétisé. Ça, c'est une vraie problématique, c'est pas le sujet de l'émission, mais je trouve que souvent il y a une esthétique du viol et une gratuité de la représentation du viol. Dans la question du viol, violeur-violé, donc c'était le deuxième thème que j'évoquais, il y a deux figures de représentation qui se font jour, soit le viol appréhendé du côté de celui qui est accusé, soit le viol appréhendé du côté de l'une des héroïnes, parce qu'en général, c'est des femmes qui ont affronté le trauma du viol ou qui révèlent l'avoir subi. Et dans cette dernière figure, on va voir que finalement, il n'y a que deux positions possibles pour la femme, la résilience ou Titanic. Donc, illustrer le côté violeur, il y a de nombreuses séries, mais j'évoquerai de nouveau Californication, toute la saison 4 finalement, où il est vraiment symptomatique, puisque le héros est poursuivi pour un viol sur mineur et
en gros, à la fin, il est condamné, mais à 3 ans de prison avec sursis parce qu'il est condamné pour détournement de mineurs, ce qui aux États-Unis vaut viol, contrairement en France, puisque nous, à partir de 15 ans, une personne mineure peut consentir dans certaines situations à avoir des actes sexuels avec des majeurs. Mais ce qui est assez édifiant, c'est qu'à chaque fois que le viol est appréhendé à l'aune du personnage, les showrunners font toujours une espèce de pirouette. Sauf si le sujet principal, c'est le viol, évidemment. Ça va être, en général, soit qu'on l'a poursuivie pour viol parce qu'elle était mineure, comme dans l'affaire Californication, ou que la personne a été accusée injustement de viol parce que la femme se venge. Et je pense notamment pour une série plus récente, Dexter, qui dans la saison 2 se retrouve avec son ex-petite amie qui, pour se venger, accuse un de ses amis à lui de viol. Après, le viol, du côté de l'héroïne, on a diverses séries qui parlent du viol, hein. Je pense à Grey's Anatomy qui évoque le viol et la honte d'agir en justice. Game of Thrones qui là a totalement essentialisé le viol. Je crois qu'il n'y a pas 3 épisodes sans un viol, limite, dans cette série, avec une esthétisation ultra poussée du viol. Je pense au mariage entre Khal Drogo et Daenerys dans la saison 1, où il y a une esthétisation. Finalement, il la viole, elle n'a pas envie, il la viole, mais finalement, il la viole plus parce qu'elle a envie. Le viol de Cersei par son frère, ce qui est terrible à côté de la dépouille de son enfant. Et je ne parle même pas du viol de Sansa Stark. Donc là, on a des représentations de viol où toutes les victimes du viol vont devenir des hyper résilientes. Elles vont être là et survivre. Je repense à Mad Men dont je parlais tout à l'heure. Typiquement, Mad Men, la scène où John Holloway est violé par son fiancé et elle va surmonter l'épisode. Donc, vraiment, il y a plein de séries comme ça. New York Unité Spéciale qui en montre. Vous avez un certain nombre de séries où l'héroïne va soit surmonter. Je pense par exemple Claire Underwood dans House of Cards, où elle parle de son viol 27 ans plus tard, ou Millie dans Scandale, saison 3, épisode 7. Le viol va être représenté comme un trauma et avec 2 situations chaque fois. Soit ça a détruit complètement la personne, soit elle a surmonté, c'est une guerrière et c'est une femme forte. Et puis enfin, et ça c'est la dernière nouveauté dans la création dans les séries et qui fait du bien en termes de représentation du consentement, même si ce sont des séries dures à regarder, ce sont les séries dont l'objet est le viol. Une des premières séries fondatrices, je pense, sur cette thématique-là, c'est 13 Reasons Why, où on est arrivé au pire. Une jeune fille victime de viol, et on ne le sait pas au début, s'est suicidée et va parler au travers de cassettes de ce qu'elle a vécu et créer une attente jusqu'à la révélation ultime de ce viol. Plus récemment, vous avez Unbelievable qui montre comment une personne violée subit le victim blaming en 8 épisodes avec la police qui ne fait pas son travail, ou une série comme I May Destroy You, où on part du fait qu'on sait qu'elle est violée, qu'elle a été soumise à une consommation de GHB non consentie et où on va dérouler la pelote pour essayer de trouver ce qui s'est passé. Là, il y a une réflexion sur le consentement, sur le viol, sur la culture du viol, sur comment la société n'écoute pas les victimes, comment la société permet la prédation.
Et justement, sur cette culture du viol, ou comment la société crée la prédation, mais j'ai tellement envie de finir cette émission sur The Morning Show, qui montre la fabrique du non-consentement possible. Le héros qui crée un environnement hostile avec tous ses collègues, ses amis qui participent à la culture du viol. Et quand on regarde The Morning Show, alors je spoil, hein, désolé, mais ce moment où on réalise qu'en fait, c'est pas seulement du harcèlement, c'est pas seulement des blagues horribles que fait Mitch, mais que Mitch est un violeur. Mitch, tout son leitmotiv, c'est dire toutes mes affaires extra-conjugales sont consensuelles. Il le dit dès l'épisode 1, mais la scène de Mia dans l'épisode 7 au trouble, l'assistante bouqueuse, montre que non, ce n'est pas seulement du consensuel, même si je pense que dans cette position, c'est difficile de s'assurer du consentement. C'est du viol purement et simplement, avec un parallèle dans la série faite avec l'affaire Weinstein et surtout la complicité de la chaîne qui couvre en faisant une promotion à Mia. Pas Mia, Anna, pour pas qu'elle dénonce le viol. Donc, je finirai sur ça. C'est cette évolution où le viol est au centre de la série et questionne non seulement le non-respect du consentement et l'attitude du violeur sur ces questions, mais la société tout entière qui permet que ça arrive, qui crée les conditions opportunes à ce que ça arrive et qui ne crée pas forcément les conditions opportunes pour que les auteurs soient punis. Merci Mélanie Jaoul pour cette émission thématique sur le consentement. On a brassé beaucoup de séries, on a brassé aussi beaucoup d'époques, hein, puisqu'on est parti 40 ans en arrière, des années 80 pour arriver à aujourd'hui. Et c'était aussi très intéressant de voir cette évolution. Et vous avez aussi, par le prisme du juridique aujourd'hui, montré que là où ce qu'on cherche à montrer dans l'histoire en série, c'est qu'une série est aussi une vision de son époque, même si c'est une série historique, parce qu'on y calque certains imaginaires mentaux ou certaines pratiques, comme vous avez très bien montré aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur cette notion de consentement, comme tous les intervenants et intervenantes, Mélanie, vous avez mis à disposition du public une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com, que je vous engage à aller consulter, ne serait-ce que pour aller voir les émissions qu'on a déjà faites, hein, beaucoup de séries aujourd'hui qu'on a évoquées ensemble, notamment par exemple à Outlander, on a fait 2 émissions dessus. Vous pouvez les retrouver pour avoir un approfondissement sur à la fois l'histoire, le fond, l'analyse socio-historique dessus. Vous retrouvez aussi, comme toujours, tout le résumé de nos émissions sur notre partenaire nonfiction.fr, où vous aurez les liens pour aller écouter le podcast sur toutes les grandes plateformes de podcast, mais aussi sur Spotify et YouTube. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre et à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur le @Histoire Série sur Twitter et sur le groupe Facebook d'Histoire en Série. N'hésitez pas parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur nos travaux et puis pour échanger comme ça sur ce que les intervenants et intervenantes peuvent vous annoncer. Mélanie, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant ce regard juridique sur les séries. On a déjà fait avec Delphine Tarot. On fera aussi, vous l'avez dit, hein, vous avez spoilé dans l'émission, avec Baptiste Nico sur la série Bonding bientôt. Voilà, donc on espère vous retrouver. Puis on sait que droit et série, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est une petite série d'émissions qu'on voulait faire et j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. Merci.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.